L'objectif est de savoir si, à partir d'un échantillon, on peut décider qu'un événement aléatoire suit une loi théorique telle que les lois normales de Poisson, exponentielles, uniformes, géométriques, etc. Sur la figure de gauche, j'ai représenté les fréquences d'un échantillon d'un phénomène aléatoire numérique. Sur la figure de droite, j'ai représenté une loi de probabilité théorique qui est la loi normale. La question est de savoir si la connaissance de l'échantillon permet de dire que la population complète suit cette loi au moins approximativement. Pour cela, nous allons devoir répondre aux trois problèmes suivants. Premièrement, choisir une loi théorique susceptible d'approximer au mieux les caractéristiques de l'échantillon, autrement dit, faire une hypothèse sur l'adéquation possible avec une loi théorique. Deuxièmement, évaluer l'écart entre l'échantillon et la loi théorique de l'hypothèse précédente. Et enfin, troisièmement, en déduire le bien fondé de l'hypothèse, c'est-à-dire l'accepter ou la rejeter. Je vais montrer sur un exemple la façon dont on procède pour résoudre ces trois problèmes. Il s'agit de la mesure du QI des adolescents il y a plusieurs décennies. Malheureusement, comme dans la très grande majorité des cas, nous ne pouvons pas accéder à la population complète. Nous devrons nous contenter d'un sondage sur un échantillon particulier de 400 individus. Cet échantillon est évidemment aléatoire et cela explique l'intervention incontournable des probabilités. Les données ont été regroupées par classe. J'ai tracé l'histogramme, j'ai supposé qu'aucune personne n'a révélé un QI inférieur à 67,5, de même au-dessus de 127,5. Il y a plusieurs critères permettant de choisir une loi théorique. Il y a le type de variable, ici elle est numérique et continue, et il y a l'allure de son histogramme, ici elle est en forme de cloche. Dès lors, on peut tenter d'assimiler cette série statistique à une loi normale ayant pour moyenne, variance et écart-type ceux de la série observée. Je les ai calculés et inscrits ici. À l'aide d'une calculatrice, j'en ai déduit les probabilités des classes correspondantes d'une telle loi normale. Les valeurs sont consignées dans les lignes complémentaires du tableau. La représentation graphique en est donnée dans l'histogramme par les barres bleues. On constate que la série observée n'en est pas très éloignée et que notre hypothèse a du sens. Toutefois, il y a des différences. Je les ai représentées en rouge. La question importante que l'on doit se poser est de savoir ce qu'il advient de cette ressemblance entre ces deux histogrammes si l'on change d'échantillon. En d'autres termes, il s'agit de savoir si cette hypothèse, qui consiste à dire que le QI suit une loi normale, est acceptable sur la simple connaissance de cet échantillon particulier. Pour y répondre, il nous faut sommer la totalité des écarts entre ce dernier et la loi normale. Le test du Qui2 qui va suivre est conditionné à ce que les classes aient un effectif minimum de 5. Un regroupement de certaines classes peut être nécessaire pour garantir cette contrainte. Pour cette raison, ce nouveau tableau affiche la réunion des deux classes de gauche et de droite et nous noterons I le numéro de la colonne. Conformément aux habitudes, nous appellerons effectif observé ceux provenant du sondage. Celui de la ième colonne sera noté O indice I. Nous appellerons effectif théorique ceux déterminés par la loi théorique choisie. Celui de la ième colonne sera noté T indice I. Que les écarts entre les deux séries d'effectifs soient positifs ou négatifs n'importe pas. C'est leur amplitude qui compte. Pour cette raison, j'en calcule la différence élevée au carré. Afin d'être indépendant des effectifs théoriques de chaque classe, nous devons normaliser par rapport à T indice I. Enfin, nous avons besoin de calculer la somme de ces résultats. Je la note Z indice 400, 400 parce que c'est le nombre d'individus dans l'échantillon. Or, Z indice 400 est issu d'un échantillon
prélevée aléatoirement. Sa valeur est ici de 6,569, mais si l'on change d'échantillon, sa valeur va changer. Z indice 400 est donc une variable aléatoire, et il se trouve qu'elle suit la loi du qui-2 selon 7 degrés de liberté. Je m'explique. Le fait qu'elle suive la loi du qui-2 est quelque peu délicat à démontrer. Je propose au lecteur intéressé de se reporter au chapitre des compléments situé à la fin de cette vidéo. Enfin, le fait que le nombre de degrés de liberté soit égal à 7 vient de ce qu'il y a 10 classes correspondant à autant d'opportunités de modifier Z indice 400. Mais rappelons-nous que nous avons imposé 3 contraintes qui sont: la première est le nombre total des effectifs qui a été de 400. La deuxième fut la moyenne de la loi normale faisant l'objet de l'hypothèse, à savoir 99,5. Et enfin, l'écart type de cette même loi, à savoir 10,42. Nous avons donc bien 10 moins 3 degrés de liberté, c'est-à-dire 7. Nous allons maintenant exploiter cette loi du qui-2 à 7 degrés de liberté pour nous aider à décider de l'acceptation ou du rejet de l'hypothèse qui, rappelons-le, est de considérer que l'échantillon est issu de la loi normale précisée plus haut. C'est, je pense, la partie la plus ingrate, non pas pour sa mise en œuvre, mais pour sa compréhension. Avant cela, je veux vous remercier de m'avoir suivi jusque-là. Si cette présentation vous est utile, je vous serai reconnaissant de vous inscrire à ma chaîne. Il faut au préalable ouvrir un compte sur YouTube, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également liker. De telles vidéos exigent énormément de travail et chaque nouvel inscrit est un vif plaisir et un encouragement à en faire d'autres. Bien sûr, si au contraire cette présentation ne vous a pas convaincu, je vous serai reconnaissant de l'évoquer dans les commentaires. Vous serez toujours là où le bienvenu. En tout cas, merci pour votre attention. Et maintenant, poursuivons. La question est de savoir si avec un tel écart, c'est-à-dire un qui-2 de 6,569, notre échantillon peut néanmoins être issu de la loi normale définie dans l'hypothèse. La densité de probabilité du qui-2 est rappelée ici. Les tables ou les calculateurs indiquent que la probabilité de dépasser cette valeur est de 0,48. Il y a donc presque une chance sur 2 pour qu'avec la loi normale définie dans l'hypothèse, l'écart puisse être supérieur à 6,569. En d'autres termes, il est permis de penser que cette valeur n'est pas très élevée et qu'il est raisonnable de penser que l'hypothèse a du sens, mais rien ne prouve que notre échantillon en est issu, d'où une erreur possible. Et cela pour 2 raisons. D'abord parce qu'une autre loi pourrait peut-être conduire à un meilleur résultat, ou bien encore parce qu'il pourrait être issu d'une loi totalement inconvenable, mais que grâce à la fluctuation, c'est-à-dire par un vilain hasard, l'échantillon prélevé donne un qui-2 faible. Tout ça pour dire que nous prenons un risque à accepter notre hypothèse. Ce risque n'est malheureusement pas mesurable. En revanche, la rejeter nous conduirait à prendre un taux de risque de faire une erreur de 48%. En effet, si notre hypothèse est vraie, nous devons accepter qu'il y a encore 48% des échantillons qui présentent un qui-2 supérieur à 6,569. En conclusion, ce qui-2 nous indique que notre hypothèse ne peut raisonnablement pas être rejetée et devient donc acceptable. Nous pouvons modéliser le QI par la loi normale de paramètres 99,5 pour l'espérance et 10,42 pour l'écart type. La communauté des statisticiens s'accorde à rejeter une hypothèse si elle conduit à un qui-2 supérieur à celui qui implique un risque d'erreur inférieur à 5%. On le nomme seuil de signification. Si on le symbolise par qui02, il se définit de la façon suivante. La probabilité
du Qui2 supérieur à Qui02 est inférieur à 5%. Dans le cas de la densité du Qui2 à 7 degrés de liberté, le Qui02 est très proche de 14. Cela signifie qu'un échantillon qui présenterait une différence avec l'hypothèse, c'est-à-dire un Qui2 égal ou supérieur à 14, pourrait être considéré comme très important parce que seuls 5% des échantillons avec un tel Qui2 sont conformes à l'hypothèse à cause de la fluctuation. Du coup, obtenir un Qui2 supérieur au Qui02, c'est dû soit au fait que l'hypothèse est effectivement mauvaise, soit dû au fait qu'elle est bonne, mais le Qui2 obtenu est malheureusement issu d'un échantillon mal choisi à cause de la fluctuation. Bref, dans cette situation, on rejette l'hypothèse en sachant que ce pourrait être la bonne selon un taux d'erreur de 5%. Des seuils de signification plus faibles peuvent être choisis. Je rappelle que dans notre exemple, une loi normale fut choisie comme hypothèse, mais que d'autres lois auraient pu être essayées. Il s'agit bien d'hypothèses qui, si elles sont acceptables, donc acceptées, infèrent la modélisation de l'échantillon à la population complète. Ce faisant, des calculs statistiques peuvent y être exécutés. Rejeter une hypothèse alors qu'elle est bonne constitue ce que l'on appelle une erreur de première espèce ou de type 1. Dans notre exemple, nous avons accepté l'hypothèse parce qu'il serait malvenu de la rejeter, mais peut-être qu'en réalité elle est fausse, et nous avons expliqué pourquoi. Accepter une hypothèse alors qu'elle est fausse est une erreur de deuxième espèce ou de type 2. Hélas, le taux d'erreur de ce type n'est pas mesurable. Voici quelques suggestions pour vous convaincre que Z indice 400 suit la loi du Qui2. Tout d'abord, les variables OI moins TI sur TI tendent vers une loi normale lorsque le nombre d'individus tend vers l'infini. Les conditions de Borel sont supposées satisfaites. En conséquence, et selon la définition, Zn égale à la somme des carrés de OI moins TI sur TI suit la loi du Qui2, avec des variables OI moins TI sur TI qui sont liées par une relation linéaire telle que la somme des effectifs est égale à n. Cela constitue une contrainte et donc R-1 degré de liberté. Tout cela est vrai asymptotiquement pour n tendant vers l'infini et pour des effectifs de la loi normale proposée dans l'hypothèse supérieurs à 7. Dans la pratique, on considère que n supérieur à 30 est suffisant pour une bonne représentation de la loi limite. Avec n égale 400, nous respectons largement cette contrainte. Nous observons que pour la loi normale et pour un QI de 75, l'effectif est de 6,9. Il est vrai que c'est un peu juste vis-à-vis de la théorie. Je vous remercie vivement d'être allé jusqu'au bout de cette présentation. Vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont les bienvenus. Un simple bonjour me fait plaisir. Pensez à liker, voire à vous inscrire à ma chaîne. Au revoir.